What's up guys, bienvenue sur un nouveau podcast du Barman. Aujourd'hui je suis avec Marco qui est un barman indépendant et il va nous expliquer comment il a fait. Il a fait une école de barman, donc je sais qu'il y a plein de gens qui se posent des questions là-dessus. Et je suis là, il est là pour répondre aux questions et pour On va y arriver. Ouais, consolider votre choix sur une école, pas une école, devenir indépendant, comment on fait. Bienvenue déjà. Bah écoute, merci de me recevoir ici, c'est gentil. Avec grand plaisir, t'es un barman avec plein de talent et c'était très fun de te voir travailler derrière notre bar à nous et te voir faire des cocktails, d'ailleurs délicieux. Le dernier était vraiment le bon préféré, à base de thé. Enfin, c'est ça, il y avait une petite infusion, de thé noir. Donc ça c'est charmé. Comme tout bon podcast, on va goûter un petit peu. Alors je sais que tu bois pas trop, donc je vais te faire. T'en choisis un. Bon allez. Tu te sers un petit verre, mais tout minuscule, et tu le trempes tes lèvres, et tu me dis ce que t'en penses. Allez, on va partir donc aujourd'hui, sur le petit fraise hibiscus. Moi j'ai déjà goûté celui-là, donc je vais goûter celui-là. Donc, là on goûte Fuseau. Alors merci de nous avoir envoyé une bouteille Fuseau. Remets infusion. Alors toi t'as laquelle toi? Moi j'ai celle-ci, fraise hibiscus menthe. Fraise hibiscus menthe, moi c'est orange rooibos. Tu vois ce que c'est le rooibos? Moi je vois pas du tout. Pas du tout. Ok, bah c'est parti. Bon, allez. Hop. Attends, moi je. Ouais, merci. On va trinquer quand même. Hop là, je crois qu'il faut se servir un petit peu quand même. Ok. Santé, à la tienne. Tu sens le rhum agricole là-dedans, non? Ou c'est juste moi qui sens ce truc-là? Pour moi, je sens beaucoup le sucre. Beaucoup le sucre. Ah ouais? Tu sens c'est très sucré? Ouais, c'est très sucré. Bon, après, faut dire que c'est pas très fort en alcool. Non, c'est 17%, je crois. Voilà, exactement. Donc, tu vois ça utilisé dans quoi? Bah moi, j'utiliserais plus comme une liqueur, comme vraiment un alcool, un spiritueux où on va ressentir vraiment les effets, quoi. Mais non, ça pourrait bien passer. Pour un cocktail, peut-être? Pour un petit cocktail, ouais. Parce que c'est pas un truc que tu trouves tous les jours, ce genre d'infusion. Ça, c'est sûr, ça. Mais bon, ouais, pour un petit cocktail rafraîchissant, ça peut être pas mal, ouais. Ok. Ouais, c'est pas mal, Fuseau. Merci à Fuseau de nous avoir envoyé les bouteilles. J'ai du mal aujourd'hui. Si quelqu'un d'autre vous nous envoyez quelque chose, n'hésitez pas, envoyez-nous un message privé sur Facebook. On est plus que heureux de recevoir vos produits et de les goûter. C'est plus que c'est génial. Voilà. Donc continuez comme ça. Ok. Maintenant, Marco, je veux que tu me dises un peu plus sur toi. Je veux que tu m'en dises un peu plus sur ton parcours. Explique-nous ton parcours déjà. Bah écoute, moi de base en fait, j'ai travaillé en tant que commercial, donc pendant 4 ans. Sans déconner. Voilà, donc c'est vrai que le changement est radical entre commercial et barman. T'étais commercial dans quoi? Alors j'étais commercial dans la téléphonie. Ok. Donc j'ai bossé pas mal pour des boîtes de téléphonie, donc ça m'avait plu, sauf qu'arrivé un moment, je pense que le commerce ça m'a un petit peu saoulé. Donc j'ai voulu faire autre chose et inconsciemment comme ça, je suis parti à une soirée avec des amis et en fait j'ai fait la connaissance d'un patron de bar qui m'a proposé de venir travailler pour lui. Sans déconner. Donc à partir de là, j'avais pas grand chose à perdre. Donc je me suis dit pourquoi pas. Mais c'est un truc de malade, parce que généralement c'est pas comme ça qu'on trouve du Exactement, mais en fait les copines avec qui j'étais, donc elles connaissaient quand même pas mal. Et puis c'est vrai que moi je revenais de vacances, j'avais pas de boulot actuellement. Et donc au bout du compte, je me suis dit écoute, pourquoi pas. Donc testons. Donc il m'a proposé une place de chef de rang. Donc j'ai appris directement sur le tas. Je vais pas cacher à tout le monde que la restauration c'est quand même un métier qui est quand même dur parce qu'au niveau du mode de vie, au niveau des horaires, c'est compliqué et puis il faut quand même envoyer parce que quand tu es dans une brasserie qui envoie, il faut pas traîner des pieds quoi. Donc c'est vrai que j'ai bien appris directement sur le tas parce que j'ai eu quand même les bonnes personnes donc autour de moi. Qui m'ont permis d'évoluer, qui m'ont vraiment permis d'être qui je suis actuellement. Et c'est vrai que aujourd'hui j'ai aucun regret parce que je pense avoir trouvé complètement donc mon domaine. Tu penses que c'était le déclic on va dire à ce moment-là? Alors le déclic en lui-même non parce que au début tu connais pas. En plus j'étais chef de rang, j'étais pas barman. C'est vrai que c'est au bout. Après j'étais très polyvalent sur toutes les sociétés pour qui j'ai travaillé et c'est vrai que je me voyais beaucoup plus au niveau du bar qu'au niveau de la salle. Et puis c'est vrai qu'arrivé un moment sur plus de créativité. Il y a plus de créativité, il y a un contact qui est complètement différent aussi. Ça on va pas se le cacher parce que c'est vrai que quand tu es en salle, on va dire que tu es à la service de la personne, tandis que quand tu es au bar, tu as plus un contact humain où
tu racontes un petit peu ta vie, comme la personne, faut le dire, un barman, on est quand même aussi psychologue. Ouais. donc voilà, on est à l'écoute des gens. Et puis, je sais pas, j'ai trouvé ça beaucoup mieux et puis je me sentais beaucoup plus à l'aise aussi au niveau du bar. Donc, j'ai dit, bah, pourquoi pas. Allons-y. Donc j'ai commencé dans le bar et puis bah là c'est venu très rapidement. Hein. Je me suis dit bah clairement que j'allais en faire mon travail, enfin mon boulot quoi, tout simplement. Donc comment t'as fait ta transition à partir dans une brasserie? Ouais, voilà, j'ai fait brasserie, j'ai travaillé aussi dans des nightclubs, donc j'ai un peu touché voilà tout ce qui est dans les bars d'envoi, bar à cocktail aussi. Et c'est vrai que bah voilà, aujourd'hui je me suis mis dans l'événementiel. Et t'étais quand même à 6 ou 7 ou 8 ans de travail dans le bar avant d'avoir fait une formation. Exactement, ouais. Alors 5 ans. Alors, en fait, ça faisait en gros, donc en gros, ça fait 7 ans que je suis dans la restauration. D'accord. Ça va faire environ 5 ans et demi, 6 ans que je suis dans le milieu du bar. Et en fait, bah, j'ai fait l'école EBS parce que je voulais voir en fait déjà d'une ce que ça donnait. C'est vrai que j'étais plus dans l'optique en fait d'avoir une formation plus dans tout ce qui est la mixo, donc voilà de travailler des produits, ce que j'ai fait parce que et je remercie Raph aussi qui est une très bonne prof, hein, qui a une connaissance énorme sur tout ce qui est spiritueux et même dans l'univers du bar, du cocktail. Mais au bout du compte en fait je suis ressorti en fait de cette école avec une technique complètement différente de celle que j'avais auparavant. Je dis pas qu'elle a été super comme elle a été pas du tout bien, mais en fait ça t'apprend directement en gros voilà comment tu dois travailler très proprement, très rapidement et je pense que ça t'apporte énormément de choses de faire cette école parce que t'es déjà avec d'autres personnes qui ont qui sont du même milieu que toi ou qui ont envie d'être dans le même milieu et c'est vrai qu'on est tous des passionnés. Donc voilà, pour moi un barman il faut qu'il soit passionné quoi. Plus vieux, bah ça va faire 2 ans, 2 ans. Parce qu'en fait moi j'ai vraiment ciblé EBS pour tout ce qui est un peu plus mixo. Bon au bout du compte voilà les 4 semaines ça a été plus sur la base, sur les classiques, les cocktails, sur voilà les éléments, le matériel de bar et tout. Bon ça je connaissais déjà. Mais ça m'a quand même appris quelque chose. Voilà, j'ai quand même réussi à en choper quelque chose après 6 exactement, ans, exactement. De toute façon, on chope tous les ans, tout le temps. Donc, il suffit qu'on fasse une prestation, on travaille dans un endroit où quelqu'un peut nous montrer quelque chose qu'on connaît pas. Quoi qu'il arrive, le bar, on apprendra tous les jours. Voilà, tout simplement. Même si on doit revenir à l'école, même si on doit revenir aux bases et aux classiques. Voilà, ça va. Je pense que c'est une bonne chose, voilà, tout simplement. Ok. Et donc voilà, EBS, bah, j'ai été très satisfait. J'ai fait les 2 jours aussi de mixo. Où tout c'est. Ça rajoute quelque chose, ça Bah, ça te fait connaître en gros, donc travailler des produits que tu connais pas. Faire un mélange aussi de produits que tu ne connaissais pas non plus. Je me rappelle, Raph, elle avait fait une infusion. On avait fait une infusion avec bacon, menthe et bourbon. Voilà, c'est quelque chose moi dans ma tête avant jamais ça aurait pu passer dans mon esprit parce que j'étais pas trop j'étais dans le cocktail classique. Ils vous ont appris à faire des infusions? Ils nous ont appris à faire pas mal de choses, hein, à faire du sucre, à faire des shrubs, des sirops, donc c'était quand même non c'était vraiment très très bien pendant ces 2 jours. Et puis on a eu aussi le flair, hein, bien sûr, hein, avec Rémi. Ça c'est quelque chose en plus. Ouais, ça c'est quelque chose. Alors c'est quelque chose que tu fais pendant ta formation de 4 semaines. Ouais. Mais tu peux faire aussi voilà une formation. Je crois que normalement c'est d'1 semaine où c'est un peu plus technique, mais tu as l'occasion quand même de passer pendant ta formation le checker blanc et le checker jaune. Donc qui te met entre guillemets à un niveau au niveau du flair. Mais voilà, après c'est pas tout le monde qui aime le flair. Moi personnellement j'ai adoré, donc c'est vrai que j'ai continué là-dedans et j'espère qu'un jour je serai à la hauteur de certaines personnes que je peux rencontrer, que je connais dans le flair. Mais c'est une passion. Tom d'ailleurs, ça te dit un truc, Tom? Bien sûr, Tom, bien sûr. Bah c'est quand même un des plus connus au niveau du flair, quoi. Ah ok, donc, je suis désolé, je l'ai rencontré à Barcelone en fait. Ouais, il est super sympa. Non, il est très très connu. Il était super sympa, avec les dreads là. Ouais, exactement. Non, mais c'est une bête au niveau du flair, hein, ça, il y a pas à dire. Ah ouais. Ça c'est clair. Bon, je suis très loin d'être à son niveau, mais j'espère un jour. Ok, d'accord. Et tu penses quoi du coup de ce conflit, on va dire, qu'il y a entre est-ce que c'est une question de communication, de mauvaise communication, dans le sens où on a beaucoup de gens qui nous on a ce potentiel, on va dire, à LBVD qu'on peut voir, qu'on a un amas de communautés différentes de tout endroit qui des fois ça se clash un peu.
Parce que du coup, on a des fois des gens qui disent le flair ça sert à rien. Okay. Ce qui est la vérité. Mais, enfin, ce qui est la vérité. On va dire qu'il y a des gens qui sont. Le flair ça sert à rien dans le sens où le verre, il faut envoyer rapidement. Et tu vois ce que je veux dire? Il y a des conflits à ce niveau-là. Après, ça dépend en fait où tu travailles. Et ce que tu désires réellement, en fait, tout simplement. Ouais. Si tu travailles dans un hôtel, concrètement, oui, le flair ne sert à rien du tout, quoi. Par contre, si tu travailles dans l'événementiel, dans l'animation, où là, il faut faire le show, clairement, t'as un barman qui est à côté de toi, qui envoie juste des cocktails, et t'as un autre barman qui envoie des cocktails, mais qui fait du flair en même temps. La question ne se pose pas, en fait. Les gens, quand ils font appel à une prestation, par exemple, je parle dans l'événementiel, ils veulent du show. Ils veulent quelque chose qui est complètement différent des autres. La communauté qui ne fait pas partie de la restauration, quand ils voient barman, le flair pour eux c'est waouh. Ouais, exactement. C'est l'explosion de cerveau. Ouais, non, mais c'est ça. C'est ah oui, mais tu bon. sais jongler avec les bouteilles. Ouais, exactement. Ouais. Après voilà, il y a deux styles différents de flair, mais après, mais c'est vrai qu'il y a. Moi personnellement, je connais des personnes qui font qui font quand même du flair en voyant du lourd quand même, parce que les mecs ils envoient. En plus ça fait pas 1 an ou 2 ans qu'ils font ça. Et personnellement, ils vont aussi rapidement qu'un barman qui ne fait pas de flair. Et pourtant, il fait l'animation en même temps. Mais après, voilà, c'est un petit plus. On ne dit pas que tous les barman devraient faire du flair. Pour moi, c'est une passion, en fait. C'est un sport, tout simplement. C'est un sport parce que ça demande énormément d'entraînement. Donc, faut pas se dire qu'on fait 3 heures par semaine et ça y est, on va devenir fou en l'espace de 5 mois. Non, c'est pas le cas du tout, quoi. C'est de la rigueur et il faut s'entraîner, je pense, franchement, minimum déjà tous les jours et au moins 1 à 2 heures, quoi. C'est le minimum, quoi, pour être vraiment au-dessus, quoi. Thérapeutique aussi, c'est le flow, t'es dedans. Exactement, faut aimer. C'est comme le bar, de toute façon, comme dans la restauration, faut aimer, sinon ça sert à rien d'être dedans. Il y a vraiment beaucoup de nuances, on va dire, au bar. Quand tu regardes, comme je te disais tout à l'heure, t'as le mec qui a son PMU, t'as le mec qui est dans la brasserie, le pub, le restaurant, le restaurant étoilé, l'hôtel, le bar à cocktail. Ah aussi, ouais. Et t'en as plein. Et je trouve ça dommage. Enfin, il est pas dommage, mais on va dire que il y a beaucoup de jeunes, on va dire, aujourd'hui qui nous contactent sur la page ou sur nos groupes en mode est-ce que je devrais faire une formation ou pas? Et la réponse n'est jamais... Après, je pense que toute personne qui n'a jamais touché au bar, la formation, donc je le dis EBS, parce que c'est celle que j'ai faite, clairement, ça va leur apporter en gros toutes les bases pour pouvoir commencer au bar. Après, que ce soit dans n'importe quel métier, ça s'apprend sur le tas. Tout simplement. Je pense que c'est à force par expérience que là on commence vraiment à prendre un petit peu le flow, qu'on commence à avoir des mouvements qui sont un peu plus simples, plus rapides. Moi clairement au début quand j'ai commencé la restauration, j'avais pas fait d'école. J'ai vraiment appris sur le tas et je pense que ça a fur et à mesure. T'as fait les deux toi moi j'ai fait les deux, ouais. Mais en plus moi j'ai fait ça vraiment à l'inverse, quoi. Ça veut dire que j'ai fait l'école après avoir certaines connaissances au niveau du bar. Mais pour moi je pense que c'est vraiment réellement une bonne chose pour des personnes qui souhaitent partir au bar de faire cette école là parce que ils vont ressortir de cette école avec une formation avec des bases aussi. Faut savoir que vous apprenez quand même un bon nombre de cocktails qui est classique bien évidemment, mais voilà, vous sortez de là-bas, vous avez déjà vos bases, quoi. Donc pour moi je trouve ça cool, quoi. Je trouve ça cool. Ouais, je pense qu'on n'aura jamais cette réponse parce que j'ai entendu tout en fait, parce qu'on a la chance d'être dans cette position, on a un peu tous les avis et je crois qu'on n'aura jamais vraiment la réponse parce qu'il y a des gens qui disent que c'est bien de l'avoir sur son CV, il y en a qui disent que c'est pas bien de l'avoir sur son CV. Alors après c'est différent, l'avoir sur son CV, je pense que c'est pas nécessaire. Après, tu peux le mettre parce que ça reste une formation, donc tu dois le mettre sur ton CV. Mais bon, après, tout dépend en fait des patrons, quoi, tout simplement. C'est eux ce que eux ils recherchent réellement en fait. S'ils veulent voir un mec, ils préfèrent avoir un mec qui a un CV avec une expérience un peu plus poussée, ou sinon ça va être un employeur où il va préférer un mec en fait qui vient tout juste de débuter, qui sort d'école, quoi. Ils t'ont proposé leur plateforme de recrutement, je crois, BS, quand t'es sorti de là-bas. Exactement, donc c'est vrai, ça remonte déjà un petit moment. C'est avec ça que t'as trouvé un taf ou c'était Non, pas du tout, non, j'avais déjà, moi en fait tout simplement quand j'ai fait EBS, je suis parti directement dans l'événementiel, donc... Ah, donc juste après EBS, juste après directement EBS, dans l'événementiel. Je suis parti directement dans l'événementiel et au bout du compte, c'était beaucoup mieux, quoi. C'était beaucoup mieux, ouais. Parce que l'événementiel, ça le permet de voyager aussi. Aux quatre coins de la France, en tout cas. Après, j'ai pas attendu l'événementiel pour voyager parce que j'ai plutôt fait l'inverse aussi. Je suis parti avant l'étranger, avant de... Tu m'avais dit qu'il avait bossé au Club Med.
J'ai bossé au Club Med, ouais, en Grèce. Bonne expérience. Tu recommanderais cette expérience Club Med? Alors, c'est une bonne expérience pour ceux qui ont entre 20 et 25 ans, qui ont peu d'expérience. Par contre, je pense, enfin, moi, je pars dans le milieu du bar. Une personne qui a quand même pas mal de connaissances et des attentes derrière, je pense qu'il serait beaucoup mieux autre part qu'au Club Med. Voilà, parce qu'au Club Med, t'as peut-être moins de chances de montrer ta créativité. C'est ça, parce que au bout du compte, faut pas oublier que les Club Med, c'est du all inclusif. Donc au bout du compte, c'est pas des alcools, voilà, c'est pas du lourd, quoi. D'accord, donc tu travailles avec des trucs assez classiques. Voilà, du c'est pas des alcools, voilà, c'est pas des alcools Saint-James. supérieurs, et encore tout dépend dans là où t'es, parce que imaginons par exemple en Grèce, c'est vrai qu'il n'y a pas les mêmes alcools qu'en France. Donc au bout du compte, ça fait peur, quoi. T'étais en Grèce du coup? Ouais, j'étais en Grèce, ouais. Mais bon, je devais faire toute la saison. Finalement, je suis resté 1 mois et demi là-bas. C'est pas quelque chose qui me convenait, donc je savais ce que je voulais. Donc voilà, j'ai essayé, j'ai tenté. Ça m'a pas énormément plu. Voilà, je suis parti, puis je suis revenu dans mes occupations, et de reprendre l'événementiel, quoi. Ok. Et l'événementiel, ça reste ton coup de cœur? Je pense que ouais, l'événementiel, ça reste mon coup de cœur parce que voilà, ça permet. Pour moi, ça permet de pas rester déjà fixe dans un endroit, sachant que moi j'ai un peu la bougeotte, hein. J'aime bien partir un peu à droite, à gauche, voir comment ça se passe chez l'un et chez l'autre. Tu fais beaucoup de ça, tu bouges un peu Ouais, faut savoir, c'est que quand tu es dans l'événementiel, tu bosses quand même avec pas mal de boîtes d'événementiel. Ouais, obligatoirement. Donc au bout du compte, déjà, chaque presta, c'est dans un endroit différent. Après, tout dépend comment toi tu bosses aussi. Par exemple, si tu bosses bien et que tu as pas mal de contacts derrière et que tu bosses avec certaines boîtes avec pas mal de boîtes d'événementiel, tu peux te retrouver à bosser 4 à 5 fois par semaine, comme si tu étais fixe dans un endroit. Mais par contre, derrière, tu gères ton propre planning, tu te fais énormément de contacts. Ça, par contre, c'est vraiment un point positif dans l'événementiel, c'est que tu te fais beaucoup de contacts. Qui peuvent pérenniser ta carrière. Exactement. Tu as un visu, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, beaucoup plus important aussi. Donc c'est quand comment même. Ça, tu vois ça comment ça? En gros, c'est simple. Si t'es quelqu'un, qui est beaucoup sur les réseaux sociaux, tout simplement, c'est simple. Quand t'es sur une prestation avec, je sais pas, une soirée où t'as 500 ou 600 personnes. T'es là, tu fais ton petit show, imaginons avec le flair, ou même si t'es un très bon barman, ou si t'as un bon contact avec la personne, elle est là, bam, tu vois, elle te snap et tout, elle te met sur Insta, elle te met sur Facebook. Donc au bout du compte, c'est encore, pour moi, c'est un moyen de communication et c'est un moyen, en fait, de Parce que toi, t'es beaucoup sur Instagram. Je veux dire, moi, je suis beaucoup sur Instagram. Je suis beaucoup sur Instagram. Très peu sur Facebook et pas du tout sur Snap, je vais pas le cacher. Ouais, j'ai jamais compris ça. Instagram, je pense que c'est déjà largement suffisant. Pourquoi j'ai été sur Instagram? Tout simplement parce que vu que déjà j'ai commencé par rapport à mes voyages, parce que j'ai quand même voyagé pendant 4 ans, où j'ai fait beaucoup de pays. Ah ouais? Et c'est vrai que j'aime beaucoup la photo. D'accord. Donc je me suis dit que c'était quand même une bonne application et un bon moyen de faire et de retransmettre en gros ce que moi je partageais durant mes voyages. Et t'es parti où du coup Voilà, je suis parti pendant 1 an en Australie. Je suis parti aux États-Unis. En mode restauration ou en mode Non, pas du tout. Alors là, l'Australie, en gros, c'était vraiment le dernier pays que j'ai fait. Et je suis parti, sac à dos, et c'est parti quoi. On y va et je suis parti seul. C'est bien ça. Ouais, ça c'était, et pour moi ça a été la plus grande expérience en gros de ma vie quoi, parce que partir à l'autre bout du monde, en plus en sac à dos et en étant seul, c'est pas tout le monde qui peut le faire, en tout cas pas tout le monde a entre guillemets les colones, mais non franchement ça a été une très bonne expérience. Explique-nous comment t'as fait pour t'organiser pour ça. En gros en fait j'étais ces 4 ans de voyage. En gros j'étais aux États-Unis, c'était déjà la 4e fois que j'essayais en gros de m'installer là-bas. Ah ouais, tu voulais vraiment déménager? Ouais, pour moi c'est clair et net, je voulais pas vivre en France, donc j'avais fait déjà avant la Thaïlande, l'Indonésie et tout, et c'est vrai que pour moi les voyages c'est super important quoi, même sur soi-même en fait, ça nous apprend énormément et au bout du compte c'est vrai que quand j'étais en Thaïlande, j'avais rencontré un ami à moi qui vivait en Australie. D'accord. Et on a toujours gardé très bon contact lui et moi. Et quand j'étais aux États-Unis et qu'au bout du compte j'avais du mal à avoir cette fameuse carte verte, qui est très compliquée à avoir, parce que du boulot tu en trouves aux États-Unis. C'est pas un souci dans la restauration, surtout quand t'es français. Mais pour après avoir les papiers, là c'est autre chose. D'accord. Compliqué. Beaucoup plus compliqué. Donc c'est vrai qu'à force de l'avoir au téléphone, un jour il m'a dit écoute, franchement arrête de te prendre la tête aux États-Unis. Pourquoi tu viens pas en Australie? J'étais sur Miami.
Ok, donc la Floride, Voilà. tout ça, c'est ça? Ouais, la Floride, ouais. La Et alors, Floride, c'était cool? bah, c'était super cool, mais c'est vrai que dans mes derniers instants aux États-Unis, j'ai fait la découverte de Los Angeles. Je suis franchement clairement tombé amoureux de Los Angeles. Ah ouais, Mais, pourquoi? Santa Monica, Venice Beach, enfin les gens, enfin la mentalité, enfin on est complètement très très loin déjà de la France. Ouais. Et c'est aussi une mentalité qui est complètement différente que de la Floride, quoi. Parce que c'est vrai que la Floride, Miami, c'est beau, c'est tout rose, c'est strass et paillettes en fait. Mais sinon derrière, rien d'autre à voir, quoi. Il y a rien d'autre à voir. Après sur LA, c'est vrai qu'il y a toujours voilà, comment dire, le fait que voilà, ce soit un peu dangereux par rapport à tous ces gangs, ceci, cela, mais clairement, que ce soit aux États-Unis, en Et France, comment tu faisais pour. n'importe où. Tu travaillais là-bas ou tu. Bah, en fait, moi, tout simplement, grâce à la restauration. Je dis merci à la restauration parce que c'est grâce à la restauration que j'ai pu voyager. Parce que, bon, après, c'est un choix. Ouais, Ça veut dire que je me suis un peu mis dans ma bulle ouais. où voilà, j'ai coffré un maximum d'argent en très peu de temps en plus de ça. Ouais. Mais je faisais ça, boulot, dodo, boulot, dodo. Voilà, moi, j'avais vraiment une cible, c'était de partir à l'étranger et je me suis vraiment, en gros, donné les moyens, quoi. De toute façon, on n'a rien sans rien. T'as raison. Voilà, il faut se donner les moyens et j'incite vraiment tout le monde à voyager parce que c'est quand même une expérience de Je suis vie qui d'accord avec est toi, ouais. énorme. Et voilà, franchement, pour moi, ça a été un changement de vie radical, mais je pense que ça a Une été perspective aussi de Ouais. vie, je pense, qui doit te mais, changer. mais carrément parce Ça que t'ouvre les esprits en mode putain, waouh, Bah, il y a tout ça. tu quoi. vois, là où Ouais. vraiment je l'ai senti, bon, c'est quand tu pars déjà en Asie, en Thaïlande ou en Indonésie, parce que c'est pas du tout la même culture et Ouais. pas du tout le même mode de vie. Mais je l'ai vraiment senti en Australie. Quand je suis parti en Australie, Ah ouais? clairement, c'est pour ça aussi que j'ai voulu essayer de m'installer là-bas. Mais bon, j'ai dû rentrer malheureusement pour des petits problèmes. Mais c'est vrai que l'Australie, en gros, enfin, je sais pas, ça te change complètement en fait, parce que tu C'est fais une plus, autre planète. mais tu fais plus attention en fait à certaines choses que tu ferais attention en France en fait. Comme Tu quoi? vois, comme par exemple faire plus de 4000 km pour aller bosser. Ça veut dire que tu prends un avion, tiens, je vais aller travailler autre part, et puis c'est parti. En fait, en Australie, c'est comme ça. Tu vas déjà là où il y a du travail. Donc ça peut être à 100, 200, 4000 ou 3000 km. Même ton mode de vie, qui est complètement différent. Ça veut dire que la plupart de l'argent que tu gagnes en Australie, pourtant tu gagnes très bien en Australie, la plupart de ce que tu gagnes, c'est simple, tu l'économises, tu le gardes pour toi pour partir en road trip. Et ce qui m'a permis de quand même faire tout le tour de l'Australie, enfin la moitié de Donc l'Australie. t'as fait un road trip là-bas. Ouais, j'ai fait un road trip, j'ai fait environ plus de 18 000 Il km. doit y avoir un gros commerce de camions là-bas. Ouais, les vannes, ouais. Ouais, les Mais vannes, c'est pas ouais. ce qui a acheté le plus, hein. C'est les gens, ils achetaient beaucoup plus de tout ce qui était 4x4. Ah Parce ouais? que c'est vrai qu'il y a énormément d'endroits qui sont axés que pour les 4x4. Donc il y a quand même des endroits en Australie qui sont quand même beaux à voir. Mais c'est pas pour autant que nous, ça nous a empêché d'aller faire des trucs de fou. Voilà, en Australie, avec une Holden Commodore, où en plus de ça, on avait arraché le toit de la voiture, on avait mis nos bagages en haut avec un drap qu'on avait volé dans une auberge de jeunesse. On avait fait vraiment les manouches. Mais vraiment, mais ça c'est des souvenirs inoubliables, à dormir dans la voiture pendant des jours et des jours, prendre sa douche dans les trucs de plage, mais franchement que de beaux souvenirs quoi. Ah ouais? Ouais, franchement l'Australie, je le conseille réellement à tout le monde. Et pourtant, hein, l'Australie c'était une de mes destinations où je voulais pas du tout faire quoi. Pourquoi? Je voulais Tu t'es pas dit, il y a du trop de tout. Français là-bas? C'est ça le problème, c'est que c'était la destination des Français, tout le monde partait là-bas. Moi voilà, j'ai voulu voir autre chose, ça m'intéressait pas. Et au bout du compte, Mais c'est finalement, tellement grand, ça va. Ouais, Faut c'est qu'on grand, croise pas mais beaucoup. en fait, le truc, c'est que tu vois quand même beaucoup de Français, quoi. Ah ouais? Tu vois, moi, j'étais parti en Australie pour vraiment, Dépaysé. voilà, être dépaysé et vraiment m'attacher plus sur des gens, étrangers, tout Ouais. simplement, tu vois. Et finalement, nous, Français, on aime bien s'attacher aux Français, quoi. Donc, ouais, c'est ça qui est un peu dommage. Bon, après, ça reste quand même une très très belle expérience. Donc ta meilleure expérience, ça a été l'Australie. Ouais, pour moi, ça a été l'Australie, ouais, Même au niveau Los des voyages. Angeles, Miami, tout ça. En fait, pour moi, tout était une bête d'expérience, sauf que tout est complètement différent. L'Asie, l'Indonésie, l'Australie, les États-Unis, Dubaï aussi, Abu Dhabi. T'as fait tout ça? Ouais, j'ai fait tout ça et T'en as pensé quoi de Dubaï? franchement, je vais pas te cacher, j'ai détesté. Ah ouais? C'est la seule destination que j'ai fait où j'ai détesté. Et pourtant, je suis resté 4 jours. C'était pendant ma transaction entre France et Australie. Parce que je suis parti avec Emirates et je suis resté en gros 4 jours à Dubaï. Et pour visiter quand même un peu, tu vois, je me suis dit, là, j'ai une escale où je peux rester quand même pas mal de temps. Fais-le. Allez, c'est Ouais. parti, quoi. Et alors? Mais finalement, c'est une ville trop surfaite, quoi.
Ah ouais. Ouais, et si t'as pas d'argent, ça sert à rien, quoi. C'est que pour des fuck friqués, quoi. Ouais, franchement, Ça pue clairement, ouais. ça pue la Tu thune vas dans le là-bas. grand centre commercial, là-bas, clairement, tu peux rien acheter, quoi. Super. Tu peux rien acheter. D'accord. Après, j'ai peut-être pas vu le Dubaï réel, entre guillemets, de la nuit, le Dubaï voilà, des jeunes et tout. Je pense que ça doit être pareil. Franchement, je sais pas, mais en tout cas, C'est très friqué, là. ouais, c'est pas une ville qui m'a inspiré, qui m'a plu. Après, je sais qu'il y a Si beaucoup t'avais de gens. 10 000 € dans ta poche, peut-être, mais là. Et encore, même pas. Je préférais carrément aller dans les îles, Ouais. même s'il le faut en Thaïlande. Moi, Thaïlande, c'était mon pays, quoi. Ah ouais? Ah ouais, C'est quoi ton expérience avec la Thaïlande? Bah, la Thaïlande, c'est simple, c'est mon premier grand voyage. Ok. Et bah, je suis resté là-bas pendant 4 mois et j'ai Oh fait putain! tout le tour de la Thaïlande. Voilà, je suis D'accord. parti, je suis arrivé de Bangkok et j'ai fait les îles du Sud. Après, je suis reparti sur Phuket. Donc, j'ai fait pas mal d'endroits en Thaïlande et je me suis un peu posé en gros sur Koh Samui, qui était pour moi l'île, voilà, la meilleure île de Thaïlande. Même si aujourd'hui ça a complètement changé, que c'est plus le cas, parce que je suis retourné il y a pas très longtemps et j'étais quand même très déçu. Ah ouais? Ouais, bah c'est devenu beaucoup plus touristique. Ah bah, c'est comme tout, hein, une fois que les gens Très, connaissent. ouais, très européen. Enfin, tu vois, les centres commerciaux, il n'y a plus de petits trucs, voilà, culture thaï en fait. Ouais, Il n'y avait ok. pas du tout de ça. Et qu'est-ce qui te plaisait là-bas, du coup? En Bah, Thaïlande, c'était quoi le truc qui C'est te... simple, hein, la vie en elle-même, hein, les gens qui sont super accueillants. Bon, après, t'as quand même, faut pas avoir d'embrouille hein, Ah en ouais? Thaïlande, hein, vaut mieux pas, parce que moi, je peux te dire que j'en ai eu et Ils font tous de la boxe thaï et c'est chaud? Ouais, ils font tous du Muay Thai, mais bon, enfin voilà quoi, il faut pas avoir des accidents de moto quoi, parce que quoi qu'il arrive, bah t'es en tort quoi. T'as eu Ah ouais? Ah, c'est toi qui es en tort et c'est toi qui paye quoi. Ah, si t'es un étranger? Ah bah moi ça m'a valu les 2 poignets pétés, donc Quoi? deux accidents de moto en l'espace de 2 jours, 4 jours avant de revenir en France. Oh putain! Ouais. Tu t'es cassé les 2 poignets? Les 2 poignets, je suis même pas parti à l'hôpital parce que là-bas l'hôpital, bon après j'ai pas envie de faire une mauvaise réputation, mais bon c'était la réputation qu'il y avait quoi. C'est t'arrives, tu dis que t'as mal au coude, ils vont te couper la main quoi. Ah non. Donc voilà, j'ai préféré en gros attendre et patienter d'arriver en France, et encore, même en arrivant en Et t'étais France. comme ça dans l'avion, genre. Ah non, mais j'étais en train de souffrir, c'était H24, la douleur elle était mais Putain. horrible, vraiment horrible. Ah ouais, en plus de ça, voilà, quand ça t'arrive 4 jours avant que tu rentres en France, au bout de 4 mois, t'as les boules quoi. T'as les Ouais, boules. là, tu rentres pas à l'aise, quoi. Ah ouais, mais bon, Encore, c'est après, 12 heures d'avion, bon. après voilà, c'était un très très beau pays, franchement j'ai vraiment kiffé la Thaïlande. Ouais, Et voilà, les gens, et puis c'est pas cher. c'est quoi. pas cher, hein. C'est pas cher. En 4 mois, t'as dû presque rien dépenser. Bah c'est genre. simple, en 4 mois, en faisant tout le tour de la Thaïlande, en mangeant matin, Tout en midi, dehors, après-midi, soir, les soirées, l'alcool, les sorties, les boutiques et tout, 4 000 €. Avec le billet d'avion. Ah ouais, Et les hôtels. ah ouais, Et putain. les hôtels. Sans déconner. Ouais, 4 000 €, ouais. Putain, ça donne rien. Ah, c'est rien du tout. Rien. C'est pour ça que la plupart des gens vont en Thaïlande. Ouais, ouais. C'est ouais. qu'avec un budget très minime, tu peux passer des vacances de fou. Hein. Là-bas, t'as des plages de malades, quoi. Donc t'es parti, t'as fait la Thaïlande. Après, t'as fait autre chose en Asie? J'ai fait l'Indonésie. Donc j'ai fait Bali, les îles Gili et Lombok. Les îles Gili. Ouais. Drôle. Ouais. Et c'était quoi Malheureusement, l'idée malheureusement. Bah en fait Bali je l'ai fait quand j'étais en Australie. J'ai eu une petite coupure parce que je bossais en construction en fait en Australie. Il y a beaucoup de Français qui bossent en construction. Ouais, bah en fait c'est ce qui paye le mieux. C'est ce qui D'accord. paye le mieux. Si vraiment, ce que je conseille par contre à tout le monde, si vous partez en Australie, et ça c'est véridique, ne restez pas en centre-ville parce que vous allez y rester et gaspiller tout votre argent. Partez directement aux fermes. Dans les fermes, restez 4 mois dans les fermes à faire votre propre argent. Vous touchez pas l'argent avec quoi vous êtes arrivé en fait Ouais. en Australie. Comme ça vous fait une somme d'argent qui est quand même assez importante après par la suite. Et 4 mois après, vous pouvez vivre jusqu'à la fin de l'année, tranquille pépère, voilà, voyager partout en Australie et profiter de la vie quoi. Parce que si vous arrivez dans une grande ville, à Perth ou à Sydney ou n'importe où, vous allez commencer à prendre le flot en fait. Les sorties, les gens que vous allez rencontrer, donc vous allez avoir pas la motivation de trouver du travail. Tu vas raquer. Raquer, et sachant que ça coûte quand même cher l'Australie, très cher. Ouais. Mais par contre tu es très très bien payé. Donc au bout du compte, toi tu fais super attention et puis bah sinon bah ouais c'est vrai que la construction ça gagne énormément quoi. D'accord. Bah, quand tu vois qu'un salaire moyen pour un Australien, c'est le SMIC en gros là-bas, c'est 21 $ de l'heure. Ah ouais. Ouais, et ça c'est le SMIC, hein. Je parle pas de la construction et du reste. Hein. Ouais, j'ai mon ami qui est peintre, il gagne 12 000 $ par mois en travaillant 35 heures par semaine. Ah putain. Donc c'est pour te dire. Les week-ends ils sont multipliés par 2,5. Ouais, c'est pas mal. C'est pas comme ici en France où nous dans la restauration le seul jour où qui est payé plus c'est le 1er mai quoi. Ouais, c'est Et tout. encore. Et encore. Et encore, il faut y bien aller, qu'il ait noté, quoi. Ouais, ok. Ouais.
C'est intéressant du coup d'avoir fait tous ces pays comme ça. Et tu comptes voyager encore maintenant? Parce que là, t'es quand même dans une optique. De toute façon, alors je suis dans une optique, voilà, où quand même je suis en train de monter un peu mon projet et tout, qui est dans le milieu du bar. Et dis-nous, ton projet, c'est quoi? Bah, en fait, mon projet, c'est tout simplement, voilà, monter ma boîte d'événementiel, donc qui va être. Devenir un barman indépendant. Voilà, exactement. Où voilà, je vais faire des prestats pour des sociétés, donc avec un bar où il y aura des cocktails un peu plus travaillés et en partenariat avec des traiteurs. Voilà, tout simplement. Bah, j'ai un dernier gars qui est venu, Vincent, qui lui fait ça. Il a un van, donc il a économisé de ouf. Il a acheté un van et il a son bar là-dedans. Il a fait faire un bar sur mesure en Angleterre. Il l'a amené, ce qui ça coûtait moins cher que de le faire en France. Bien sûr. Et il a tout mis dans son van et puis il part en presta, gauche, droite, partout en France, la Creuse, où tu veux quoi. Où il y a des sous à faire quoi. Et il m'a dit bon lifestyle quoi, c'est pas mal. Il bosse 2 jours par semaine quoi. Ah, c'est un bon concept. Bah, et en plus ça comment dire, c'est populaire, je veux dire, c'est bien. Exactement. Genre, exactement. Les gens ils sont chauds pour ça. Un mariage, il me faut un barman, tu vois. Bah, c'est sûr que quand t'as une société ou même du privé, tu veux quelque chose d'original, bah, c'est clair et net que d'avoir son propre bar à la maison. D'avoir son propre barman qui vient, c'est clair. C'est vrai que c'est toujours plus intéressant quoi. Non, je peux comprendre. Non, c'est un bon concept et ça marche de plus en plus. Hein. Ça marche de plus en plus. C'est comme les bars à cocktails aussi. Moi maintenant, donc j'ai 25 ans. Mais tu es jeune. Je suis tellement jeune. Je me suis fait vieux, merde. J'ai 25 ans, ma copine elle a ton âge environ, elle a 30 ans cette année là, et on se sépare de plus en plus. Donc nous on s'est rencontrés dans la restauration, et quand on s'est rencontrés on s'est mis des murges de ouf avec c'est le problème de la resto. Ouais, bah voilà, exactement. Et puis plus on va voir des amis genre dans d'autres villes où on part à l'étranger, plus on essaie de trouver genre la perle du cocktail, tu vois, ou genre la perle du bar caché ou le truc. Et je pense qu'il y a plus, on passe d'une ancienne façon de penser où c'était vraiment il faut que je trouve le bar où la bière est le moins chère, à il faut que je trouve un bar où mon verre il va être à 15 balles, mais ça va être une expérience quoi. Exactement. Et en plus de ça, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en allant dans des bars à cocktails, vous allez payer le cocktail je sais pas combien hors de prix, mais c'est pas du tout ça. La plupart des bars à cocktails, vous allez payer le même prix que dans une brasserie où ils vont vous envoyer du classique et avec des alcools limite dégueulasse, dilués quoi. Bah oui, alors je dirais peut-être 2 € plus cher dans ces eaux-là. Genre c'est pas plus cher de ouf parce que moi j'ai une adresse sur Paris, bon je vais pas la dire laquelle, mais je peux la dire. Bah oui, tu peux la dire. C'est laquelle qui est pas chère et qui est très bonne. C'est celle de l'expérimental quoi. Lequel? Expérimental. Je connais pas. Bah au bout du compte c'est pas très cher là-bas quoi. Au bout du D'accord. compte, Et ils font super cocktails. Tu regardes une brasserie par exemple très bien située, tu vas payer ton cocktail 17 €. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Tandis qu'un cocktail travaillé, une cocktail création, tu vas le payer entre 13 et 14 €. Donc limite, tu vois, c'est beaucoup plus rentable et c'est déjà meilleur, tu vois, déjà de boire un vrai cocktail. Ouais, je crois que c'est vrai que c'est dans ces eaux-là. Ouais. Donc, c'est vraiment très bon. Mais carrément, et comme tu disais tout à l'heure, hein, tu dis que maintenant les meilleurs endroits, c'est les meilleurs cachés. Enfin, c'est les endroits cachés. Ouais, c'est les endroits un peu cachés. On était à Rouen il y a 2 semaines et on est tombé dans un... Putain, j'ai oublié le nom à chaque fois. On est tous dans un boui-boui, un truc vraiment, un tout petit bar, mais en mode prohibition, un peu, usine un peu, genre, et avec des sièges en cuir, du jazz, et une carte de cocktail absolument incroyable. Ouais, et c'était genre entre 10 et 13 € le cocktail. Et c'est pas très c'est cher, c'est pour un verre, mais en même temps c'est pas cher pour un verre. Voilà, dans le sens où t'as des très bons alcools, et c'est très très bien préparé, et il y a tout ce qui va avec. Il y a le service, tu payes aussi tout ça, l'endroit. Et nous on fait que ça maintenant, c'est vraiment ça, c'est moins vraiment se mettre les 4 pintes dans la gueule et puis rentrer à anti-tubant, plutôt que les plus là pour vraiment... apprécier, on va dire. Ah ouais, vraiment. Et je pense qu'on a aussi j'en ai un peu marre des bars où je peux pas m'entendre, ou des bars où j'arrive pas à parler à quelqu'un parce que c'est trop fort le son, et je suis en train de boire un rhum coca dans un verre en tube et ça me fait chier, tu vois. J'ai payé 8 balles, tu vois. Je préfère vraiment l'expérience un peu jazzy, un peu plus cosy, plus détente. Genre on est assis sur des jolis sièges et il y a peut-être un concert, tu vois, avec un mec qui joue au saxophone, j'en sais rien, tu vois. Mais ce genre d'expérience, je trouve ça, je pense que c'est plus à la mode, et je pense que les autres pays ils ont une avance un peu sur nous là-dessus en termes de cocktails. Peut-être que tu pourras me rejoindre là-dessus, mais je pense que les États-Unis ou le Canada, et même peut-être l'Angleterre, je pense à Londres surtout, et tout, ils ont peut-être plus ce truc-là, on va dire. Bah, en termes de qualité, c'est vrai que Londres, ils sont très très forts.
Après, les États-Unis, c'est plus sur du volume en fait. Ah ouais? Ouais, quand tu vois les cocktails là-bas, c'est vrai que c'est des cocktails, ils sont immenses leurs cocktails. Il faut que ce soit beau là-bas peut-être. Ouais, c'est plus beau, sweet, sucré. Surtout gros aussi. Ah ouais? Ah oui, c'est comme pour la nourriture quoi, c'est exactement pareil aux Sans États-Unis. déconner. T'as des cocktails, c'est du 1 litre quoi, donc après, c'est va savoir ce qu'ils mettent dedans, quoi. C'est toujours après, c'est pas de l'alcool comme tu peux retrouver là en Europe, par exemple, tu vois. Après, t'as des très bons alcools aussi aux États-Unis, je dis pas le contraire. Mais je pense que ouais, Londres et même en Europe, je pense qu'on est très très bien quand même. Après, il y a le Japon aussi qui sont très très forts. Ouais. Aussi. J'étais au Paris Cocktail Street il y a 3 mois ou 4 mois, je sais plus. Et il y avait une sorte de bar avec des mecs qui venaient de Tokyo et ils étaient en fait c'était un bar dans l'événement, ils avaient mis des bâches et tout et en fait fallait mettre ton nom sur l'invitation, un truc de ouf. Et ces mecs là ils étaient tous en costard, alors je trouvais ça génial. Tous que des mecs japonais et des nanas japonaises et en mode costard de ouf. Et ils te font des cocktails du coup à base de whisky japonais, trucs comme ça. Et c'était tellement bon, c'était vraiment ils ont une incroyable. Technique en fait, elle est vraiment très minutieuse quoi. Donc c'est vrai. Ils sont pointilleux. Ils sont pointus à fond, quoi, les Japonais. Hein. De toute façon, presque surtout, j'ai envie de dire. Ouais, c'est leur réputation. Genre, ils font attention aux détails. Ils sont très très forts. Et en plus, ils commencent vraiment à bien venir sur le milieu du bar, enfin même s'ils y sont déjà, mais c'est vrai qu'on les voit de plus en plus. Et voilà, c'est quand même des gens sur qui limite on peut regarder dessus et dire waouh, quand même, il envoie le mec. Hein. Ouais. Non, ils ont le bon faciès pour ça, ils sont très visuellement, ils sont très propres sur eux aussi. Et je pense que ils sont carrés, et c'est une très très bonne expérience. Je pense que tu sais qu'on va bien s'occuper de toi et que ton verre il va être au mieux et ça va être le mec qui va vraiment faire un truc très propre. Et ça, je trouve ça bien. Et juste pour ça, je pourrais voyager facilement au Japon pour aller. Mais je te le souhaite. Ouais. T'as déjà voyagé, toi? Ouais, moi j'ai voyagé. Pour la restauration, j'ai voyagé. Je suis parti. Donc moi, mon parcours il est un peu plus simple que le tien, sur des distances moins longues. Mais moi, je suis parti. J'ai commencé dans le coin ici, en fait, dans un petit bar, exactement comme toi, une brasserie. J'étais serveur. Et après, je suis parti à Paris. Je travaillais dans un pub en tant que barman. Et après, j'ai travaillé dans un plus grand pub en tant que barman à Grand Boulevard, sur les Grands Boulevards. En fait. Bien sûr, je connais bien. Voilà, le Corcorans. J'ai bossé au Corcorans. C'est au De la Ville Café. Hein? Au De la Ville Café. Je vois pas ce que c'est. C'est celui-là qui est collé au théâtre. Il y a pas mal de théâtre là-bas. Parce que moi, je vois le Sunshine ou le Sun quelque chose en face du Headfields. Ça te parle, tous ces trucs-là? Non, en fait, de là où tu travailles du Corcoran, en fait, le grand Corcoran. Vas-y, dis-moi. En allant vers Saint-Denis. Donc tu prends en allant vers Saint-Denis et en fait. Mais moi je connais pas ces routes-là. Moi. Genre je sors du Corco, je vais quoi, à gauche ou à droite? Ok, à droite. Donc à droite, c'est un peu vers Strasbourg-Saint-Denis. Exactement. Ok. Vers Strasbourg-Saint-Denis et en fait il est sur l'autre trottoir. Ouais. C'est une grande terrasse, une grosse brasserie et qui est collée en fait au théâtre. Ouais, je vois le théâtre en plus. Donc je dois voir le truc. Sur la droite du théâtre, il y a une grande brasserie qui s'appelle le De la Ville Café qui est une terrasse énorme que je m'en souviendrai toute ma vie parce que la terrasse fallait la ranger. Hein. Ouais. Elle était quand même balèze à deux. Oh putain. Donc non mais c'est marrant parce que Corcoran, c'est pas très loin. Hein. Le Corcoran, donc c'est là que j'ai rencontré Raphaël pour la première fois. Ok. Elle travaillait au Hard Rock. Au Hard Rock Café, bien sûr. Elle a travaillé au Hard Rock, donc c'est là que j'ai rencontré son mec avant elle et puis après j'ai rencontré Raphaël qui était top dans ce qu'elle faisait. Toujours, hein, bien sûr. Donc Corcorans, et puis après je suis allé à 10 mètres plus loin, je suis au Sullivan. Parce que je me suis dit, tu sais quoi, nique sa mère, j'ai envie de travailler de 23h à 6h du matin. Tant qu'à faire. Et donc beaucoup plus tough à ce moment-là. Et puis après, je voulais aller encore plus haut. Dans le sens tough, et je suis allé au Sullivan à Pigalle où ils ont ils ont la salle derrière et du coup je me suis occupé de cette salle pendant 1 an, tu vois, occupé c'est un grand mot mais bon, ils m'envoyaient là-bas les week-ends, c'était que ouvert le week-end et c'est moi avec un autre mec on va dire qui s'occupait de cette salle là et c'était mon kiff de ouf, c'est l'adrénaline H24 là-bas quoi. C'est boîte de nuit, mais le son est surtout dans ce backstage qui servait vraiment de boîte de nuit le week-end et c'était la musique à fond et le show à fond aussi. Tu te montais sur le bar, le feu et tout. C'était payé à foutre le bordel quoi. Ouais, c'est ça quoi. Clairement foutre le bordel. Je me souviens encore de fois où genre tu fermes à 5h les lumières ouvrent à 4h30, 5h tu perds tout le monde dehors, 5h 6h tu laves tout le bar et le nombre de fois où ça m'est arrivé genre 4h55, j'étais dans les chiottes du staff en train de vomir juste avant que je dois aller tout laver parce que j'étais trop arraché, tu vois. Putain, meilleure expérience.
Et du coup, le Sullivan. Et après, j'ai eu un peu un burn-out en mode j'ai pas vu le soleil depuis 3 mois. Enfin, depuis plus longtemps que ça, tu me diras. Et j'ai fini à Ibiza. Donc, j'ai trouvé un taf à Ibiza. Ouais, j'ai trouvé un taf à Ibiza. Alors, c'était peut-être le meilleur taf que tu peux avoir à Ibiza. Je travaillais de 10h à 19h. Ah ouais. Donc, la journée. D'accord. 5 jours sur 7, ce qui est assez rare, on va dire, là-bas. L'habitude, c'est 6 jours sur 7. Ouais. Je travaillais de journée, donc c'est-à-dire que mes soirées étaient pour moi, à Ibiza. Tu vois, trop bien. Et j'étais logé, nourri, blanchi dans des apparts trop stylés avec une piscine juste en face du beach club où je travaillais. Et moi, en fait, j'avais un bar carré qui faisait à peu près la taille de la salle. Et sur la plage, et je travaillais en t-shirt ou en débardeur, et t'as les nanas et les mecs qui venaient chercher leur boisson au bar, et puis tu les sers et ils vont sur leur transat et ils chill à beach club, quoi. Trop bien. Et toutes les serveuses, et tu leur servais, et tu faisais et c'était franchement je pense que c'est l'entre-deux entre cocktail très pointilleux et cocktail lambda, dans le sens où on faisait des mojitos à la mangue, mais à base de vraie mangue, il y avait une vraie purée de mangue qui était faite et tout. Normal. Donc on n'est pas sur des créations vraiment, mais on est sur des déclinaisons de trucs classiques, mais avec des bons produits, tu vois. Et c'était très très bon. Et donc j'ai bossé là-bas pendant toute une saison et c'était vraiment bien. Et pourquoi t'es revenu alors ? Parce que l'hiver à Ibiza, tu vas pas y rester, tu vois. Enfin, il y avait la possibilité, mais j'ai rencontré énormément de monde là-bas qui était vraiment top. Et j'ai appris à faire du longboard, tu sais, le skate là, super long, dans les collines d'Ibiza. J'ai appris à apprécier Ibiza pour ce que c'était, parce que le premier mois, je suis sorti en boîte H24, et puis après, les 3-4 mois derrière, enfin, j'ai que fait le tour de l'île en fait, et tu vas à toutes les plages, et tu plonges, et c'est trop bien, et voilà. Ah, la vie, quoi. Donc, ouais, vraiment cool. Et j'ai pris énormément de poids aussi là-bas parce qu'ils mangent tellement bien, les Espagnols. Oh, ça va. On a bouffé des. En fait, il y avait déjà le club où je bossais, donc le beach club où je bossais, c'était très catalan, espagnol. C'était tenu par des Espagnols. Généralement là-bas, c'est des Français, des Anglais, des Américains. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Français, ouais. Ouais, il y a des Français. En plus, où j'étais, il y avait pas mal de gens qui géraient des boîtes qui étaient français. Et donc ça veut dire qu'on avait 2 repas par jour, ce qui était rare aussi. Ils te payaient le midi et le soir dans leur cuisine à eux. Donc tu bouffais des trucs très espagnols, donc de la grosse charcute avec du pain et des fromages. Grosse paella. Ouais, des trucs comme ça. Et bien huilé. Et juste en bas, on va dire, de nos apparts, parce qu'on était une grosse staff on travaillait tous ensemble, on bossait tous ensemble et on était tous potes. Et il y avait une sorte de restaurant catalan juste en bas et on bouffait là tout le temps, quoi. Et c'était vraiment une expérience trop bien, par contre. Trop bien. J'ai vu tous les artistes que je voulais voir, j'ai fait toutes les boîtes que je voulais voir. Surtout que quand t'habites à Ibiza, tu peux demander un pass qui fait en sorte que genre tu payes je sais pas, genre 10% du prix, tu vois. Parce qu'en boîte c'est 70 à 150 euros l'entrée pour qui que tu sois. Ouais, bien sûr. Donc tu peux pas payer ça tout le temps. Donc il y a des badges en fait quand t'es résident sur l'île qui disent bah voilà, moi je suis résident, est-ce que je peux avoir un moi je pense que c'est la moindre des choses quand même, parce que sinon ça va te revenir cher, hein. Et du coup après cette saison je suis parti à Bordeaux pendant un petit peu de temps. Changement de décor. Ouais, un petit peu. Ouais. J'avais une belle ville. C'est Maxime qui est maintenant l'associé numéro. Enfin, on a le barman, je déteste ensemble, qui m'a dit bah voilà, je suis à Bordeaux, viens, il y a des trucs à faire ici. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour Bordeaux en tant que ville française. Donc moi, j'avais que connu Paris et Bordeaux, j'ai eu un coup de cœur dans le sens où j'ai trouvé ça trop bien. Les gens un peu moins, mais je pense que c'est parce que j'étais un mec percé tatoué à ce moment-là, donc je devais sortir un peu du lot, tu vois. Sauf que j'étais comme toi, j'étais avec mes tatouages sur les mains et tout, les mecs qui me regardaient un peu de travers. C'est une ville un peu riche quand même. Mais par contre, la température ou même les bars là-bas, je les ai trouvés vraiment cool. Et les gens qui travaillaient dans la restauration là-bas, je les ai trouvés très cool. Ah, c'est sûr que c'est pas pareil comme à Paris, quoi. Ouais, non, et tu respirais un peu plus là-bas. Et t'étais pas loin de la mer, il y avait plein de trucs à faire là-bas. Et du coup, je suis resté à Bordeaux un petit moment. Ça a pas super bien marché pour moi parce que je me suis fait virer de mon taf et parce que j'étais pas assez bon, clairement. Et du coup, après, histoire de fou, mais ma mère, elle était à Bruxelles pour son anniversaire. Et ma mère est irlandaise et elle gueule beaucoup et bref, elle était bourrée dans un bar un bar irlandais là-bas et elle a pris un des serveurs, elle a fait vas-y parle à mon fils, j'ai donné un taf, enfin un truc dans le délire, tu vois, genre ouais t'as un taf, vas-y mon fils il est au téléphone, il est à Bordeaux, il cherche du taf et tout, et puis le mec il commence à parler anglais, je fais ouais tu cherches du taf.
Et je fais ouais, il me fait bah tu peux être là quand? Je fais bah la semaine prochaine quoi. Allez. Puis je n'y connaissais rien et puis je suis allé dans un bar que ma mère elle kiffait à Bruxelles et puis voilà. Et j'ai bossé là-bas pendant un peu moins d'1 an et j'ai rencontré ma copine là-bas. D'accord. Voilà. Et c'est la ville que j'ai le moins aimé de tous. Bruxelles. Merde. Ouais, ah non, j'ai zéro coup de cœur pour Bruxelles. Désolé, hein, vraiment désolé. Désolé les Ouais. Belges, désolé. J'aimais bien, enfin, c'est super cool pour un week-end, mais j'y retourne ce week-end, tu vois, pour te dire. Voilà. Donc c'est super cool t'es pour un crédible week-end. là sur ce que t'es en train de dire. Non, mais j'aime bien, mais y vivre, pas, Ouais, du c'est tout différent, ouais. pas du tout mon truc. T'as vite fait le tour et c'est très crade comme ville, désolé, Bruxelles. Mais j'ai trouvé ça assez crade. Mais j'ai rencontré ma copine là-bas qui m'a dit faut que tu refais. Parce que j'ai toujours dit que je voulais reprendre mes études. Elle m'a dit bah vas-y, on y va, on va faire tes études. Et je suis revenu en France. D'accord. Et du coup, je fais un bachelor en informatique, je viens de le finir cette année. Et tout ça, en fait, j'ai commencé le barman des tests dans les 2 derniers mois de Bruxelles. D'accord. Et en fait, j'ai géré ça depuis. Et en gros, c'était venu l'idée comment? Du barman vous déteste? Bah parce qu'en fait, il y avait cette culture d'images drôles, memes américains, anglais. Il y avait cette culture-là qui existait et qui n'existait pas trop en France. On n'avait pas encore toutes ces pages de memes, memes intramuraux, bref, toutes ces pages qui sont vraiment cool aujourd'hui. Et je me suis dit, il n'y a pas de memes en restauration, il n'y a pas de page d'images drôles. Il y avait une série YouTube qui s'appelait The Bartender Hates You et j'ai vraiment kiffé le nom. Et du coup, j'ai dit, bah tu sais quoi, je vais l'appeler Le Barman vous déteste. Et voilà, et puis j'ai posté en fait à la base c'était un podcast comme on est en train de faire, mais les podcasts ça accrochait pas du tout. Par contre mes images drôles oui, et du coup j'ai juste fait les images drôles. Et pendant 3 ans je me suis juste pas arrêté quoi. Et puis là depuis janvier on est en mode bureau, en mode les 2 nanas que t'as vu avec qui on bosse qui sont top et voilà quoi, on y va à fond. Et puis ça me permet de refaire mes podcasts, mes vidéos, tout ça. Bien sûr. Et on essaie de devenir on va dire l'endroit que tous les barman ils peuvent se retrouver, tu vois. Et d'où en fait la création aussi de Le Barman vous recrute l'année dernière, qui était le plus gros truc de remerciement on va dire à la communauté qui ont acheté les t-shirts, qui ont participé, qui ont liké, qui ont partagé. Je vais dire on va faire un truc gratos qui va permettre de mettre tout le monde en contact. Le Barman vous recrute. Et voilà, ça fait 1 an qu'on y va à fond. Et on est très très content là, ouais, très très content. Le barman vous recrute, c'est vraiment top parce qu'on entend plein de gens qui trouvent du taf et tout, donc ça veut dire qu'on rend à la communauté et c'est grâce à ça que je suis en mode. Et puis même grâce à vous aussi que j'avais trouvé des trucs, hein, donc. Ouais, merci, bah voilà, merci super. à toi. Ouais. Et maintenant, c'est pour ça qu'on a des guests, qu'on invite des gens parce qu'il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre, genre les formations, comment devenir indépendant, et du coup on invite les gens qui ont ça et on leur fait répondre à des questions comme toi pour que les gens ils puissent s'instruire et se guider, on va dire, dans leur parcours professionnel, quoi. Et voilà, donc c'est le but, tout ça en réussissant à se financer, en ayant les bureaux, et puis voilà. C'est pour ça qu'on n'est pas à Paris aussi, parce que t'as vu la taille des bureaux, on peut pas, Paris, pareil, on n'aurait jamais ces bureaux. Donc ça, voilà. C'est vrai. Ok, bon bah on arrive sur 50 minutes quand même. Ah quand même. Ouais, ça passe vite hein. Ah bah attends, des vraies pipelettes. Hein. Des vraies pipelettes, ça n'arrête pas. Ok, bon bah écoute, merci beaucoup Marco d'être venu partager avec moi et nous partager ton expérience. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau podcast sur Le Barman vous déteste, le podcast du barman. N'hésitez pas à partager ça. On est sur Spotify, YouTube, vous savez quoi faire. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Merci encore mec d'être venu et avoir fait les cocktails, nous avoir montré comment ça marche. Et à une prochaine aussi. Et à une prochaine. Plaisir aussi. Merci beaucoup mec. Ciao, bye. Ciao.